Ce n'est pas tous les jours qu'un PC aussi musclé me passe entre les mains. Car même si ma machine de travail fixe est plutôt très performante, elle accuse quand même son âge, avec un processeur qui a 3 générations de retard, une carte graphique qui en a 2, et donc globalement des technologies qui commencent à pouvoir être considérées comme largement dépassées. C'est donc avec beaucoup de plaisir que j'ai accepté de pouvoir tester un laptop orienté gaming, confié par Acer, et équipé d'un processeur Intel de dernière génération, d'une carte graphique Nvidia de série 50, d'un écran OLED à 240 Hz, etc. Mais donc, est-ce que dans un châssis aussi fin, cette débauche de puissance peut être utilisée correctement et totalement? Et niveau autonomie, bruit, chauffe, etc. Eh bien, qu'est-ce que ça donne quand on a une si grosse machine dans un si petit gabarit? En jeu, mais aussi en production ou en IA locale, qu'est-ce que permet de faire cette Nvidia RTX de dernière génération? Eh bien, ce sont toutes ces questions et même bien d'autres auxquelles je vous propose de répondre au travers de ce test complet du Predator Helios Neo 16S AI. Générique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement au monde de l'informatique avec le test d'un PC portable orienté gaming, bien que sa configuration musclée et la qualité de son écran lui permettent également d'être un partenaire de choix pour les créatifs nomades. Le test d'un PC étant un exercice particulièrement long, tant pour le test lui-même que pour le montage final, puisque c'est quasiment 100 heures de travail pour vous proposer une vidéo de la qualité de celle-ci. Si vous souhaitez soutenir mon travail, pensez au clap, le commentaire, le like, l'abonnement et le partage, ainsi bien sûr que le boost si vous regardez cette vidéo peu de temps après sa sortie. C'est votre meilleur moyen de soutenir gratuitement mon travail et en quelques secondes, afin que ce genre de contenu puisse de nouveau vous être proposé à l'avenir. Alors merci beaucoup à tous ceux parmi vous qui prendront le temps de le faire. Et bien sûr, comme toujours avant de commencer, j'adresse un merci tout particulier aux membres de la chaîne qui ont utilisé le bouton rejoindre sous la vidéo. Votre soutien me fait vraiment chaud au cœur. Et enfin, notez que pour votre confort et au détriment de mon watch time, cette vidéo est chapitrée. Ce Predator Helios Neo 16S AI, que j'appellerai pour le reste de la vidéo Helios pour plus de facilité, est pas mal doté en termes de ports. On en retrouve sur 3 côtés, les 2 côtés gauche et droit, ainsi qu'à l'arrière. Au dos se trouve donc un port d'alimentation, un port HDMI 2.1, un port USB-C compatible Thunderbolt 4, donc capable de débit théorique allant jusqu'à 40 Gb par seconde, et un second port USB-C de même norme, mais permettant également la charge du Helios. On retrouve de part et d'autre de ces ports des aérations de sortie du système de ventilation. Sur le côté gauche, on dispose d'un port RJ45 à 5 Gb par seconde rétractable pour ne pas nuire à la finesse du châssis lorsqu'il n'est pas connecté, et utilisant la technologie Intel Killer pour prioriser des flux de jeu, un port USB-A 3.2 Gen 2, donc disposant d'un débit maximal de 10 Gb par seconde, d'un lecteur de carte microSD, idéal pour décharger des images d'un drone ou d'une action cam rapidement en déplacement, et d'un port jack 3,5 mm combo, micro et casque. On peut également apercevoir la sortie d'air gauche du système de refroidissement. Sur le côté droit, on retrouve 2 ports USB 3.2 Gen 2, donc également limités à 10 Gb par seconde maximum, dont l'un est compatible avec la charge hors tension. C'est-à-dire qu'il reste alimenté, même PC éteint, ce qui peut être pratique si vous éteignez le PC pour économiser un peu de batterie, mais que vous avez quand même besoin d'alimenter par exemple une caméra externe ou un enregistreur audio, ou encore un smartphone, ou ce genre de choses. Notez que le paramétrage de la batterie à conserver malgré l'utilisation de ce port se fait directement dans l'application Predator Sense, dont nous reparlerons plus loin. C'est également sur ce côté que l'on retrouve 2 LED, l'une pour l'alimentation secteur et l'autre pour l'état de charge de batterie, et on retrouve aussi la seconde sortie d'air latéral du système de refroidissement. La connectique est donc riche, mais on pourra quand même regretter l'absence de port DisplayPort, qui serait par exemple nécessaire pour de la VR, ce qu'on ne pourra donc pas faire avec ce PC malgré sa grosse carte graphique, l'absence de Thunderbolt 5, qui commence pourtant à se démocratiser, ou encore le port pour carte mémoire au format micro et non en plein format, ce qui empêchera par exemple les photographes ou les vidéastes d'en profiter pleinement, puisqu'ils utilisent souvent des cartes SD plein format. Le châssis est en noir mat de très bel effet. Sur le dessus, au dos de l'écran, on retrouve un logo Predator dont 6 bandes verticales sont rétroéclairées et dont vous pourrez choisir la couleur via les logiciels intégrés. Nous y reviendrons dans un chapitre dédié. Sur le dessous, de larges grilles facilitent les prises d'air pour le refroidissement. On retrouve également 2 grilles de haut-parleurs réparties donc sur l'avant et de chaque côté pour améliorer la diffusion du son vers l'utilisateur et la sensation de stéréophonie. En ouvrant le Helios, on découvre un superbe écran OLED de format 16/10, les créatifs apprécieront,
Mais nous détaillerons ses caractéristiques techniques et ses réelles capacités dans un chapitre qui lui est dédié. Je ne vous en dis donc pas plus pour le moment. Sur le haut de l'écran, on trouve une caméra équipée d'un module infrarouge pour Windows Hello et encadrée par 2 micros. Nous reviendrons également sur leur capacité avec précision dans un chapitre dédié. Sur la partie hébergeant le clavier, on retrouve une ligne de grille de haut-parleurs avec la mention DTSX apposée, gage de qualité sonore en théorie, ce que nous vérifierons plus loin, et une touche de changement de mode incrustée sur la partie gauche. Elle permet de switcher entre les 4 modes que sont silencieux, équilibré, performance et turbo, si vous êtes sur secteur et avec au moins 40% de batterie restante, et entre les modes éco et équilibré si vous êtes sur batterie. On retrouve également un clavier rétro-éclairé avec une touche Predator Sense dédiée, ainsi qu'une touche copilote, PC Intel AI oblige. Sous le clavier, un large trackpad gérant les gestes multi-doigts est également de la partie pour un maximum de confort quand vous n'avez pas de souris à disposition. Mais là aussi, nous reparlerons de ce dernier plus en détail plus tard. À l'intérieur, on retrouve plutôt du lourd. Commençons par le processeur, un Intel Core Ultra 9 275HX. Il dispose de 8 cœurs performance et de 16 cœurs efficacité, selon l'architecture Big Little, sans hyper-threading, soit un total de 24 cœurs, avec une fréquence boost maximale pouvant monter jusqu'à 5,4 GHz sur les cœurs performance et 4,6 sur les cœurs efficaces. Il est équipé de 36 Mb de cache L1, de 40 Mb de cache L2 et annonce une puissance nominale de 55 watts, pouvant monter à un gargantuesque 160 watts en boost. Dans la gamme Intel, à l'heure où j'écris cette vidéo, c'est le 3e processeur le plus puissant sur laptop, juste derrière les 285HX et 285, qui talonnent de peu, avec environ 3 à 5% de puissance en moins seulement, d'après Passmark. Il dispose par ailleurs d'un iGPU intégré, un Intel Graphics, gérant nativement les définitions jusqu'en 8K, ainsi que le décodage mais aussi l'encodage matériel des flux H264, H265 et un V1, ainsi qu'un NPU pour les applications d'IA auto-hébergées. Il gère la DDR5 en double canal jusqu'à la norme 6400, et c'est justement la fréquence choisie par Predator sur cet Helios, afin de tirer le maximum de ses possibilités techniques. Il embarque ainsi dans mon exemplaire de test 32 Go de RAM répartis en 2 x 16 Go pour bénéficier du dual channel et maximiser la bande passante. Elle est donc extensible pour ceux qui voudraient passer à 64 ou 128 Go pour bosser intensivement de l'image, puisque les slots sont relativement accessibles. En effet, le châssis s'ouvre plutôt facilement en retirant les 10 vis qui ont la bonne idée d'être toutes identiques et donc de ne pas pouvoir être mélangées une fois qu'on va vouloir remonter le PC, et en utilisant une ventouse et un médiator d'un petit kit de base, on arrive à l'ouvrir. On peut alors y apercevoir la batterie non collée, donc très facile à remplacer, ainsi que les 2 SSD, eux aussi facilement remplaçables, et donc la RAM qui se trouve ici sous la plaque de protection magnétique et de diffusion thermique, et qui aurait simplement pris quelques secondes de plus pour la décoller et accéder au connecteur SODIMM, donc de la RAM non soudée. Mais j'ai préféré les laisser en place pour ne pas abîmer la machine et ne pas me galérer à devoir recoller ces plaques. On peut également localiser donc les 2 SSD de 1 Tera chacun, qui sont très faciles à remplacer aussi en dévissant simplement la vis de maintien de chacun d'eux, ainsi donc que la carte réseau qui gère le Wi-Fi à la norme 6E et le Bluetooth à la norme 5.4. Elle aussi est parfaitement accessible, vous pourrez donc passer au Wi-Fi 7 et au Bluetooth 6 si vous le souhaitez en la changeant. On voit également le système de refroidissement partagé par le processeur et la carte graphique, et les caloducs chargés de transporter la chaleur aux éléments de ventilation. On remarque d'ailleurs ici l'absence de chambre à vapeur, utile pour refroidir au mieux les composants, mais qui n'était pas compatible avec un châssis aussi fin. La carte graphique est également robuste puisque nous avons ici une 5070 Ti laptop équipée de 12 Go de GDDR7, non bridée par le châssis et le système de refroidissement, puisque Predator annonce ici un MGP jusqu'à 115 watts avec la technologie Nvidia Max-Q, pour un GPU annoncé par Nvidia eux-mêmes, comme pouvant monter jusqu'à 115 watts en fonctionnement nominal. De quoi se faire bien plaisir en jeu, en production d'images ou en IA, mais j'y dédierai un chapitre car la forte chauffe du processeur Intel en boost pourrait venir rogner les performances du GPU, puisque, comme je vous l'ai dit, le système de refroidissement est partagé et annoncé pour une capacité de dissipation totale de 140 watts. Nous verrons donc cela plus en détail avec les divers benches de torture et les benches applicatifs et jeux. Bref, on a ici une parfaite conception de PC à la fois puissant et fortement réparable et évolutif, puisque SSD, RAM, batterie et carte réseau sont très simples d'accès et de remplacement. En plus, avec la loi qui impose la disponibilité des pièces pendant 5 ans via l'article R111-4-2 du Code de la consommation,
Ça garantit donc un accès aux pièces principales sans trop de difficultés pour les prochaines années en cas de réparation nécessaire. Et donc à la vue de cette conception, je comprends un peu mieux la note d'autour de 7,4 sur 10 de l'indice de réparabilité, grévée essentiellement par la ligne de prix des pièces détachées, parce que sans ça, elle aurait été beaucoup plus haute. Tout ce petit monde tient donc dans un châssis qui fermé mesure 1,99 cm d'épaisseur, ce qui le rend très design et ne fait pas gros machin mal dégrossi, pour 36 cm de large et 27,1 de haut, et il ressort sur la balance à 2,3 kg. Au démarrage, on dispose d'un Windows 11 familial en standard. Il n'y a pas trop de bloatware préinstallé, même si on retrouve quand même des trucs comme le Acer Live Art, une sorte d'utilitaire de graphisme simple et accessible boosté à l'IA, Alterview qui permet d'avoir un effet 3D de parallaxe sur vos arrière-plans Windows, Dropbox avec une offre partenaire, McAfee Antivirus avec une offre partenaire, et Planet9, un hub communautaire pour gamers lancé par Predator, dont j'avoue ne pas avoir vraiment saisi l'utilité. Ça reste donc globalement tout à fait correct et moins chargé que d'autres PC à bas prix, et tout est facilement désinstallable en quelques clics si vous le souhaitez. Mais les puristes diront que c'est toujours trop et qu'il ne devrait rien y avoir de préinstallé au départ. Notez que le logiciel Predator Sense et le changement de mode avec la touche dédiée sont très bien intégrés, avec un fonctionnement stable, fluide et intuitif, ce qui est plutôt une bonne chose et me semblait donc important à noter. Alors bien sûr, on pourra critiquer l'esthétique, un poil vieillissante, mais à titre personnel, je préfère nettement ça avec un fonctionnement optimal qu'un logiciel qui a beaucoup plus de gueule mais qui fonctionnerait moins bien. Oui, je suis un peu de la team du quand ça marche, faut pas toucher. C'est vrai, je plaide coupable. Mon modèle de test est équipé d'un écran OLED. Pour les gamers, il offre un rafraîchissement sur ce modèle à 240 Hz et avec un temps de réponse annoncé de gris à gris de 1 milliseconde. Il prend en charge le G-Sync pour conserver un maximum de fluidité lorsque la fréquence d'image vient à baisser et éviter tout effet de déchirement de l'image. Mais clairement, les créatifs ne sont pas oubliés, puisqu'il est annoncé comme couvrant l'espace colorimétrique DCI-P3 à 100%, ce qui est déjà très bien pour travailler de l'image, puisque le gamut est bien plus étendu que le classique sRGB, sans toutefois atteindre la couverture du Adobe RGB, bien plus vaste, ni de l'ultime BT2020, qui n'est pour l'instant couvert par aucun écran à 100%. Il offre par ailleurs une définition, et non pas une résolution, de 2560 par 1600 pixels au format 16/10, ce qui permettra, pour une dalle de seulement 16 pouces, d'avoir un piqué absolument irréprochable, puisqu'on ne voit pas du tout les pixels, et d'avoir un peu plus de place dans la hauteur, ce qui est confortable pour bosser de l'image, des documents, ou simplement naviguer sur Internet. Pour le tester, j'utilise ma sonde i1 Display Pro et son logiciel, ainsi que le logiciel DisplayCal, n'ayant clairement pas les moyens, à mon échelle, de me payer les milliers d'euros de la solution Calman. À la mesure en sortie de boîte, l'écran avait une teinte un peu trop chaude et un delta E un peu élevé à 3,8, sachant qu'on considère qu'il faut être inférieur à 3 pour que l'œil humain ne fasse plus la différence entre la couleur demandée et la couleur affichée. Après calibration, le point blanc est extrêmement fidèle, puisqu'il arrive à 6497 Kelvin pour une cible à 6500. C'est juste excellent et les 3 degrés Kelvin d'écart sont absolument imperceptibles. Le delta E moyen mesuré n'est plus alors que de 0,6 sur les 1617 patchs testés, et de seulement 2,3 sur le delta E max. C'est tout bonnement excellent. Le contraste pour sa part est infini, puisque le point noir est mesuré à 0, OLED oblige, tandis que la luminosité maximale sur 100% de la dalle a été mesurée à 403 CD par mètre carré, ce qui est plutôt pas mal pour un écran certifié HDR500, quand on sait que la norme mesure le pic de luminosité sur seulement 10% de la dalle. Et sur 10% justement, j'ai mesuré 598 CD par mètre carré, ce qui est donc excellent et plus élevé que la norme pour laquelle il a été certifié. Côté espace colorimétrique, DisplayCal m'indique une couverture à 100% du sRGB et à 98,9% du DCI-P3. Alors on n'est pas au 100% annoncé, certes, mais on est tellement proche et avec une précision vraiment redoutable que ça reste tout bonnement excellent pour bosser de l'image ou de la vidéo, et qu'on ne peut pas vraiment reprocher quoi que ce soit à cet écran. Enfin, côté uniformité grâce à la technologie OLED, avec chaque LED qui produit sa propre lumière, il n'y a pas de souci de répartition de la luminosité du rétroéclairage, puisqu'il n'y en a pas, ce qui offre une uniformité exemplaire, avec un décalage de seulement 8 CD par mètre carré, soit 2%, alors que l'œil commence à percevoir cette variance pratiquement à partir de 30 CD par mètre carré. Sur le foncé, on monte à 11% d'écart, mais ça ne représente toujours que 3 CD par mètre carré entre les extrêmes, ce qui est totalement imperceptible. Et niveau colorimétrie, c'est pareil, la couleur est exactement la même au centre et sur les bords de l'écran. Par ailleurs, notez quand même niveau confort que, écran OLED oblige, la dalle est brillante et donc pleine de reflets, et qu'avec une forte luminosité alentour, comme un usage en extérieur ou à côté d'une baie vitrée par temps ensoleillé par exemple, eh bien la luminosité de 400 CD par mètre carré sera insuffisante pour que l'usage soit vraiment agréable et sans reflets parasites gênants.
gênant. Il faudra donc idéalement prévoir un endroit pas trop lumineux pour l'utiliser confortablement. Pour ma part, j'ai fait le choix de ne pas tester la dalle en mode HDR, qui est encore à mon sens trop aléatoire, avec certains programmes, capture d'images et compagnie, qui le gèrent très mal, en plus d'occasionner généralement plus de consommation électrique. Dès que la webcam se lance, le Acer Quick Panel démarre automatiquement en même temps. Il offre diverses options que je vous propose de découvrir avec mon moi du passé pour juger en même temps de la qualité d'image et de son. Et donc elle enregistre en 1080p. Et je vous ai incrusté, donc là sur la gauche, ou ça sera peut-être sur la droite au montage final, je ne sais pas, le Acer Quick Panel qui vous permet en fait, qui se lance donc comme je vous le disais automatiquement. Et quand vous cliquez dessus, vous voyez que vous avez la possibilité comme ça d'affiner un petit peu des réglages, donc soit pour que le portrait soit un peu plus doux, soit pour que l'éclairage soit plus doux, donc là ça va remonter les tons les plus sombres et rééclaircir les tons les plus foncés. Et donc on peut adoucir encore un peu plus ou moins, vous voyez, voilà. On peut donner de la netteté, alors là ça rajoute du bruit forcément, puisque je suis en contre-jour et donc il y a déjà un gros travail algorithmique pour me voir correctement, donc c'est pas forcément évident, et donc aucun. Et je peux mémoriser le dernier paramètre Purified View pour pouvoir donc avoir ce paramètre qui se lance automatiquement dès que j'active la caméra. Et ce qui est bien, c'est que je n'ai pas eu à aller le chercher. Là, quand j'ai utilisé OBS pour faire cet enregistrement et que j'ai installé une vue capture de caméra, et ben automatiquement, Acer Quick Panel s'est lancé. Et donc, je n'ai rien eu à faire comme configuration pour aller le chercher, le trouver et l'utiliser. De la même manière, donc sur la voix, ici, vous voyez que vous avez la possibilité d'activer un Purified Voice. Alors, je ne sais pas encore ce que ça va donner, hein, je vais regarder avant pour ensuite écrire la suite de mon script, ou de le désactiver, donc. Je ne sais pas trop s'il y a plusieurs niveaux, parce que là, je vois que là, il défile très vite, et puis des fois après, il défile plus, et donc, je sais pas exactement comment ça marche pour l'instant, mais bon, voilà, visiblement, en tout cas, il y a un système de purification de la voix qui va... Ou alors c'est juste le réglage automatique du niveau, je ne sais pas encore. Voilà donc ce que ça donne sortie de boîte, mais notre PC étant équipé d'une carte Nvidia 5070 Ti, il est possible d'utiliser Nvidia Broadcast pour améliorer le son et l'image. On se retrouve de nouveau avec le mois du passé pour voir la différence. Si maintenant j'utilise Nvidia Broadcast, vous avez 7 qualités de son et 7 images, avec le recadrage automatique, le traitement du bruit et la lumière clé pour la partie vidéo, et donc la voix avec la suppression du bruit et de l'écho au niveau audio. Donc voilà, à vous de voir un petit peu ce que ça donne pour vous rendre compte donc de la partie Acer Quick Panel et de ce qu'elle offre, et de la partie donc purement Nvidia Broadcast avec le retraitement fait par le GPU intégré, et ce que ça donne pour voir un peu ce que vous préférez, ce que vous pourriez obtenir avec ce PC. Donc voilà, on voit bien que c'est mieux avec Nvidia Broadcast, mais au prix d'un usage GPU plus important et donc d'une consommation plus élevée. Il faudra donc voir selon vos besoins et selon vos contraintes la solution que vous utilisez au cas par cas. Dans tous les cas, l'image est correcte sans plus, comme dirait l'autre. Ça manque de contraste, ça manque de netteté, ça manque de vibrance, etc. Le capteur n'est vraiment pas fou. Le clavier de mon exemplaire de test était un QWERTY, car il s'agit d'un modèle américain du Helios qui m'a été fourni. Heureusement que je sais taper sans regarder les touches pour le passer directement en AZERTY et ne pas trop galérer lors de mon test. Le clavier est globalement silencieux et confortable, la frappe est fluide et la réactivité est excellente, suffisamment en tout cas pour ne pas m'handicaper en jeu. En plus, le châssis 16 pouces permet d'avoir un pavé numérique complet, ce qui est agréable en situation de travail. Il est par ailleurs rétroéclairé, avec la possibilité de l'éteindre et de gérer la puissance lumineuse sur 4 niveaux, ce qui peut ajouter du confort à l'usage pour l'utilisation dans des conditions lumineuses un peu sombres ou minimales. Notez cependant que chaque touche ne peut pas être réglée indépendamment. Vous ne pouvez personnaliser la couleur que sur 4 zones séparées seulement. C'est quand même un peu dommage pour un PC à ce prix tout de même, surtout que c'est plutôt pratique d'avoir une coloration du clavier en fonction du jeu dès son lancement pour simplifier l'apprentissage des touches sur un nouveau jeu que l'on découvre. Le trackpad est globalement assez large pour offrir une bonne précision en l'absence de souris. Il glisse très bien, réagit parfaitement et prend en charge les gestuels multipoints pour faire défiler des documents, zoomer, dézoomer, afficher toutes les fenêtres ouvertes, etc. Vous avez d'ailleurs des astuces sur les gestes de trackpad dans mes vidéos spéciales astuces Windows que je vous remets également ici en fiche ainsi qu'en description de la vidéo. Commençons maintenant à tester les performances branchées sur secteur et donc en mode turbo pour profiter du maximum de la puissance offerte. Niveau réseau, le Wi-Fi est carrément problématique. J'ai obtenu des débits ridicules et des latences affreuses, le rendant difficile à utiliser malgré une carte Intel Killer compatible Wi-Fi 6E utilisée sur du Wi-Fi 6 en 5 GHz. Jugez plutôt. Au mieux de mes speed tests, j'ai réussi à avoir seulement 11 mégabits en down et 16 mégabits en up, avec des latences autour de 200 millisecondes en down et presque 1 seconde en up. Le truc absolument improbable.
C'est absolument inutilisable pour du jeu ou de la visio, où la réactivité est importante. Et visiblement, je ne suis pas le seul à rencontrer ce type de souci avec le Wi-Fi Intel, au regard des très nombreux sujets Reddit à ce propos. Et donc j'ai tenté diverses choses qui étaient conseillées sans aucun succès. C'est dommage, surtout que mon vieillissant Xiaomi 11T Pro, placé à côté du PC, obtient lui 713 mégas en down et 88 en up, avec des latences sous les 100 millisecondes. En filaire, aucun souci sur mon réseau limité au gigabit. Je parviens à monter à 932 en down et 899 en up, avec des latences autour de 20 millisecondes. Et heureusement, parce que pour les benchmarks de jeux et d'applications, j'aurais été très mal si j'avais dû télécharger les environ 600 gigas de jeux et de modèles IA locaux en seulement 1 à 2 mégaoctets par seconde. Mais donc, il faudra bien voir le Wi-Fi de ce PC comme du dépannage, et non comme une source de connexion réseau principale et performante. Pour les disques durs, les débits sont excellents, avec jusqu'à 6900 mégaoctets par seconde en lecture et 5970 en écriture sur le disque système, donc utilisé par le système au moment de la mesure, et 6900 et 6530 pour le second disque, sollicités uniquement par la mesure. Pour les joueurs comme pour les créatifs, c'est tout simplement excellent, et ça vous permettra donc de charger les jeux ou les projets qui seraient lourds très rapidement. Notez pour ce qui suit que les tests ont été faits avec les drivers et mises à jour Windows 11 les plus récentes disponibles au 21 décembre, soit les drivers NVIDIA 591.59 du 18 décembre 25 et le patch Windows 11 25H2. Sur un benchmark global comme celui de Passmark, j'obtiens le score de 13 321 et suis donc placé dans les 1% des machines les plus performantes sur les tests complets. On peut donc dire que c'est excellent. Et je vous remets les chiffres pour comparer avec votre PC actuel sur chaque catégorie, si vous songez à changer pour ce modèle et que vous souhaitez pouvoir vérifier. Sur 3D marques style nomade, on ressort à 3550 points, ce qui est cohérent avec les scores attendus pour une 5070 Ti, même si avec un MGP de 115 watts, le maximum recommandé par Nvidia, elle devrait sortir un score plus proche de la moyenne situé à 3900. Sur SolarBay Extreme, idem, on ressort avec un solide 14 244 points, mais la moyenne se trouve à 16 035. Sur TimeSpy, le constat reste identique avec un score à 15 643 pour une moyenne à 17 475. La faute sans doute donc à un MGP qui ne peut être que rarement atteint à cause du Intel 275HX qui est beaucoup trop gourmand, puisqu'il suce à lui tout seul quasiment 90 watts en permanence et jusqu'à 115 watts en pointe sur chaque test, forçant donc la 5070 Ti à se contenter de seulement 85 watts maximum pour faire son travail. Si vous voulez tester sur votre propre PC, je vous rappelle que 3D Mark Demo est gratos sur Steam. J'ai quand même tenté d'aller dans le BIOS pour castrer un peu ce processeur qui venait prendre un peu trop d'importance dans la conso globale du système à mon goût. Mais même en y limitant fortement le TDP, y compris dans les profils boost, et en utilisant Intel Extreme Tuning Utility pour pouvoir essayer de le brider, je n'ai jamais réussi à réduire la puissance et la chauffe du processeur. Et donc soyons très clairs, qu'un processeur consomme plus qu'un GPU est pour moi très difficile à concevoir. Et qu'on ne puisse en plus pas le brider facilement dans son TDP l'est encore plus. Notez bien qu'une version laptop d'un GPU NVIDIA RTX n'est pas aussi puissante que la même série desktop, c'est-à-dire pour PC de bureau. Ici, notre 5070 Ti laptop serait plutôt équivalente à quelque chose entre une 5060 et une 5060 Ti desktop, d'après Passmark, puisqu'il lui accorde 21 646 points, quand une 5060 Ti 8 Go en sort 22 630 et une 5060 20 833. Décidément, je déteste de plus en plus Intel tant ses processeurs manquent d'optimisation. Mais testons donc quand même le processeur dans un benchmark de référence Cinebench. Pour vous donner un ordre d'idée, mon vieux AMD 5950X, qui accuse 5 ans et une gravure en 7 nanomètres, sort encore 1518 points sur Cinebench 2024, en ne consommant que 98 watts malgré un overclock conséquent, grâce à un undervolt important. Il en résulte une température maximale lors du test de 75 degrés seulement. Cet Intel 265HX monte quant à lui à 103 degrés Celsius dans les mêmes conditions, consomme 85 watts quasi constant, avec quelques pointes jusqu'à 105 watts, pour ne sortir finalement que 1672 points, malgré sa finesse de gravure à 3 nanomètres. Alors, certains argueront qu'il fait donc mieux que mon processeur desktop pour moins de conso. Et vous aurez bien sûr raison de le présenter ainsi. Mais on peut aussi dire que le quasi plus performant des processeurs Intel portables actuels fait à peine mieux, en consommant quasiment autant, avec une finesse de gravure de 2 générations plus performantes. Tout ça étant donc censé lui permettre de moins consommer pour les mêmes perfs, ou d'avoir des perfs nettement supérieurs pour une conso équivalente, et je trouve que l'écart n'est pas significatif. Alors n'ayant pas eu de configuration récente entre les mains ces derniers temps, et m'intéressant donc principalement aux configurations desktop les plus performantes, eh bien j'avoue que je m'attendais quand même à mieux. Alors que c'est l'état de l'art actuel du marché des processeurs en x86. Je résumerai un peu donc ma pensée ainsi, je dirais que c'est un excellent processeur en performance brute, mais qui consomme et chauffe donc beaucoup trop,
pour ce qu'on lui demande, ce qui dénote, à mon sens, d'un manque patent d'optimisation et de maîtrise par Intel sur le sujet. Ou alors peut-être qu'on commence à toucher du doigt les limites du x86, c'est également tout à fait possible, mais n'ayant pas pu encore tester de processeurs autres, eh bien je ne pourrais pas trop juger. Bref, les benches c'est bien, mais c'est parfois éloigné des usages réels. Voyons donc le comportement en jeu. J'ai testé pour cela un panel de 9 jeux qui sont Cyberpunk 2077, Shadow of the Tomb Raider, Ark Raiders. Merci d'ailleurs à Nvidia pour ce jeu, parce que je n'avais pas de jeu qui était très récent avec toutes les technologies Nvidia pour pouvoir les tester, donc merci de me l'avoir donné pour ce test. On a également Control, Doom Eternal, Metro Exodus, Deathloop, Ghost Runner 2 et Ghostwire Tokyo. À chaque fois, les jeux sont testés avec les graphismes maximum, ce qui est un exercice très difficile et qui s'adresse donc normalement aux cartes graphiques vraiment desktop et les plus puissantes. Sur un laptop, on sait de toute façon que généralement il faudra réduire certaines options gourmandes et jouer dans des définitions plus basses. C'est donc bien un exercice pour pousser la machine, mais pas du tout une recommandation de réglage, même si vous verrez que certains jeux restent donc parfaitement jouables dans ces conditions. Et en soi, ça reste déjà plutôt impressionnant. J'effectue donc 2 tests à la définition native de l'écran, donc 2560 par 1600 pixels. Quand le jeu prend en charge le DLSS, je fais le test avec, en mode qualité, le plus gourmand en ressources, et un test sans, histoire de voir à chaque fois combien d'images, on va dire réelles, la 5070 Ti laptop est capable de calculer en pleine définition, et ensuite combien elle en affiche en utilisant les Tensor Core de 5e génération pour générer jusqu'à 3 images supplémentaires entre chaque image quand le frame generation est pris en charge à son plein potentiel. Si le jeu propose un benchmark, c'est lui que je lance. Sinon, je joue quelques minutes pour voir les performances en jeu directement et regarder à peu près le framerate moyen qui pourrait être constaté. Vous noterez également que les gains offerts par le DLSS sont absolument incroyables et que la technologie vaut vraiment le coup, parce que visuellement, en mode qualité, je n'ai perçu absolument aucune différence avec le jeu exécuté uniquement avec des images calculées. Et en plus, vous pourrez voir que la latence reste particulièrement faible. Enfin, je vous demande de ne pas vous moquer des gameplays qui sont de piètre qualité, tous les tests ayant été faits sans remapper le clavier et au trackpad. C'était donc un peu compliqué. Allez, on commence avec Cyberpunk 2077, où on obtient 97,19 images par seconde dans le benchmark intégré au jeu, avec toutes les options de DLSS actives, mais donc en qualité maximale, et 14,2 images sans le DLSS. Dans Shadow of the Tomb Raider, on arrive à 101 images par seconde via les technologies DLSS en mode qualité et 56 lorsqu'on les désactive. Sur Ark Raiders, les performances sont autour de 70 à 80 images par seconde sans DLSS et grimpent à un impressionnant 240 avec soit la fréquence maximale de notre écran. Avec le jeu Control, on obtient un framerate bien moins impressionnant, le jeu étant graphiquement beaucoup plus gourmand. On arrive à peine autour de 20 à 25 images par seconde sans DLSS, alors qu'en l'activant, on parvient à aller s'approcher des 60 pour un jeu confortable. Dans Doom Eternal, les images par seconde s'établissent à 160 sans le DLSS, alors qu'on se retrouve autour des 200 images par seconde avec. Le gain n'est donc pas aussi impressionnant que sur d'autres jeux, mais c'est toujours bon à prendre et le jeu est parfaitement jouable. On enchaîne avec Metro Exodus, où l'on obtient les chiffres suivants. Sans DLSS, c'est parfaitement injouable, puisqu'on peine à dépasser les 15 images par seconde, là où l'activation des technologies DLSS font des merveilles, puisqu'on grimpe alors autour de 90 images par seconde, soit une multiplication par 6 du nombre d'images, sans aucune perte visible de qualité visuelle ou de réactivité. C'est tout bonnement impressionnant. Avec Deathloop, les performances sont les suivantes. Sans DLSS, on parvient déjà à jouer confortablement,
puisqu'on reste majoritairement au-dessus des 100 images par seconde, avec les pires drops qui restent à plus de 80. Mais là encore, le DLSS améliore grandement les choses, avec une hausse à plus de 110 images par seconde lors des drops, et plutôt autour de 130-150 la plupart du temps. Nous approchons de la fin des tests de jeu avec Ghost Runner 2, qui tourne autour de 80 images par seconde sans DLSS, alors qu'une fois le DLSS activé, on se retrouve plutôt autour de 120-130 images par seconde. Et enfin, on termine ces tests de jeu avec Ghostwire Tokyo, qui pour sa part affiche environ 50 images par seconde quand le DLSS n'est pas activé, mais grimpe à un joli 90 avec, beaucoup plus confortable donc pour jouer. Notons également que l'on peut ainsi constater qu'en conditions réelles, la Nvidia RTX 5070 Ti Laptop, c'est décidément un nom bien trop long, peut bel et bien exploiter son MGP de 115 watts, puisqu'il n'est pas rare de voir des valeurs à plus de 110 watts apparaître dans le HUD de suivi des performances. Enfin, finissons par un petit test avec de l'IA locale. Pour cela, j'utilise Comfy UI, très simple à installer et quasiment plug and play, avec deux modèles de génération d'images depuis un prompt texte. On peut voir ici que ce type d'usage devient tout à fait pertinent, avec des temps de rendu qui restent parfaitement raisonnables, et offre en plus la possibilité d'aller chercher des modèles fan-tunés selon ses besoins spécifiques, ce que ne pourront absolument jamais proposer, en tout cas pour le moment, les outils en ligne comme ChatGPT, Grok ou Gemini. On peut ainsi générer ces images en local, sans abonnement payant, ni limite de token, en testant plein de modèles différents pour obtenir le résultat attendu. Ensuite, faisons la même liste de tests sur batterie, ce qui n'est quasiment jamais fait sur les tests de site tech, alors que vous allez le voir, c'est quand même très important de bien avoir en tête les différences tellement elles sont importantes. Ça permet de voir ce que ça donne avec une limitation bien plus contraignante de la puissance maximale. Et là, le petit processeur Intel ne va pas avoir d'autre choix que de rentrer dans le rang. Et ça fait bien plaisir. Côté réseau, les performances restent sensiblement identiques, avec speed test à 930 mégabits symétriques en filaire et un Wi-Fi toujours aussi anémique. Pour les disques durs, les débits restent élevés, avec jusqu'à 6300 mégaoctets par seconde en lecture et 1560 en écriture sur le disque système, donc utilisé par le système au moment de la mesure, et 2750 et 3100 pour le second disque. On observe donc une baisse, surtout sur l'écriture du disque système, ou sur les débits globaux du second SSD, dont le connecteur est certainement rétrogradé lorsque le processeur passe en mode économie d'énergie. Sur un benchmark global comme celui de Passmark, j'obtiens désormais un score de 3386, soit environ 4 fois moins de points que sur secteur, et suis alors placé dans les 33% de machines les moins performantes sur les tests complets. L'impact de l'alimentation beaucoup plus réduite se fait donc sentir fortement, une fois sur batterie, et on pourrait presque dire que l'on a deux PC différents, selon qu'il est branché ou non sur secteur, tant l'écart est important. Sur 3D Mark, même constat avec Style Nomad, qui ressort à 1954 points, soit 30% de moins que branché. Sur SolarBay Extreme, idem, on ressort avec un petit 6177 points, soit moins de la moitié du score sur secteur. Et sur TimeSpy, le constat est encore plus flagrant, avec un score à 4151, soit presque 4 fois moins que le score secteur. Cinebench, qui ne teste que le processeur, ressort quant à lui à 1018 points, soit un score sur batterie 40% inférieur au score sur secteur. Pour les jeux, j'ai pris le parti de ne les tester qu'en DLSS et en 1920 par 1200 pixels seulement, compte tenu de la baisse drastique des performances obtenues lors des benches, mais par contre en maintenant les graphismes au maximum. Sur Cyberpunk 2077, on obtient 17,9 images par seconde seulement, donc il faudra très largement réduire les graphismes pour rendre le jeu assez fluide pour être joué. Dans Shadow of the Tomb Raider, on arrive à peine au-dessus de 20 images par seconde, là encore trop peu pour espérer jouer, et il faudra donc, là aussi, réduire fortement les graphismes. Sur Arc Raiders, les performances sont de l'ordre de 20 images par seconde également, mais remontent autour de 50 en repassant les graphismes en qualité bas. Bref, les contraintes énergétiques étaient telles que je n'ai pas réussi mes enregistrements de ces benches OBS ayant systématiquement planté avant la fin, corrompant complètement le fichier. J'ai donc tout simplement arrêté là le carnage. Jouer avec ce PC sur batterie ne pourra donc se faire qu'avec une définition inférieure à la définition native de l'écran, mais aussi et surtout avec des ambitions graphiques revues quasiment au minimum en mettant les graphismes bas,
si on veut pouvoir espérer un framerate suffisamment confortable pour jouer. Enfin, finissons le test avec de l'IA locale. Je relance ici Comfy UI avec les mêmes modèles que précédemment. Rien que le lancement est fastidieux, puisque je dois m'y reprendre à 3 fois avant qu'il ne réussisse à démarrer. Et avec tout ça, la batterie pourtant chargée à 50% au premier démarrage était déjà à seulement 20% lorsqu'il s'est finalement lancé, et n'aura donc même pas tenu assez longtemps pour parvenir à la fin de ma première image à générer, comme vous pouvez le voir sur le timelapse que je vous montre ici. On peut donc oublier l'IA locale sur batterie, qui reste encore une pratique trop énergivore, sauf à ne vouloir créer que 2 ou 3 images sur un cycle de batterie complet. Bref, soyons très clairs. Si ce PC est une très belle bête branchée sur secteur et permettra de travailler même sur des montages vidéo lourds, sur de l'IA locale, ou alors de jouer dans des conditions qui sont vraiment très bonnes, eh bien une fois sur batterie, il ne redevient qu'un simple PC de bureautique et web, ou pour du jeu à graphisme vraiment minimum, tant ses performances se retrouvent castrées, faute d'une puissance d'alimentation suffisante, et le tout avec donc une autonomie, nous le verrons dans le chapitre dédié, qui n'est vraiment pas très bonne, et pour ne pas dire extrêmement light. En mode turbo branché sur secteur, ce PC fait du bruit quasiment en permanence, de façon parfaitement audible. La faute encore une fois au processeur Intel, qui consomme beaucoup, même quand on ne lui demande pas grand-chose. Par exemple, juste pour télécharger les jeux de mon panel de test, le processeur reste autour de 85 watts de conso, oscillant entre 82 et 91. Idem avec du visionnage de vidéos YouTube. Il en résulte une nécessité constante pour les ventilateurs de tourner plutôt rapidement et donc de générer du bruit. Fort heureusement, ce bruit est plutôt grave et n'est donc ni agressif ni agaçant. En forçant le mode silencieux, le processeur se voit bridé à moins de 60 watts puisqu'il oscille entre 51 et 59 et la ventilation devient légère sans toutefois être inaudible. Même comme ça, on entend donc le PC souffler. Bref, oubliez l'espoir d'une navigation internet ou d'usage bureautique avec un PC totalement silencieux avec cet Helios. Le processeur qui l'équipe ne sachant pas limiter suffisamment sa consommation électrique pour cela. Le son produit par les haut-parleurs est correct pour un PC portable fin, mais très loin de ce que l'on pourrait attendre en voyant fièrement le logo des TSX trôner sur le châssis. Le casque ou les écouteurs, que ce soit pour la qualité du son ou pour bloquer le bruit de la ventilation, reste donc encore et toujours une nécessité pour bosser dans de bonnes conditions. Par ailleurs, je tiens à souligner que la dissipation thermique étant ce qu'elle est, le PC est très chaud. Les frileux apprécieront sans doute, car en bossant sur une telle machine, il est difficile de se dire que vous aurez froid aux mains, tant la chaleur se sent fort à travers le clavier. Et ce constat et ces tests sont d'ailleurs faits dans une pièce qui ne dépasse pas les 18 degrés. Ce sera donc certainement encore plus flagrant lorsqu'il fait chaud, l'été par exemple. Sur batterie, c'est une toute autre histoire. Notre Intel 275HX ne consomme alors plus que 8 à 15 watts, avec de très rares pointes à 45 watts lorsqu'on le sollicite seul, et 25 watts lorsque la carte Nvidia est sollicitée. Quant à notre 5070 Ti, elle se bride à 45 watts également. Alors bien sûr, les performances s'en ressentent comme on l'a vu très fortement dans nos benchmarks, mais les ventilateurs tournent au minimum, la majorité du temps, et le PC est alors parfaitement silencieux, bien plus même, malgré son mode équilibré, qu'il ne l'était en mode silencieux branché sur secteur. Notez que cet Helios embarque une batterie de seulement 76 Wh, ce qui ne le place pas dans le haut du panier en la matière, et ne devrait donc pas l'aider à briller dans ses tests d'autonomie, surtout avec un CPU aussi peu frugal que le Intel 275HX. J'ai souhaité réaliser 3 tests d'autonomie, tous avec une connectivité réseau FiDair. À chaque fois, le PC est branché et allumé avec 100% de batterie, puis débranché du secteur. Et j'attends qu'il atteigne ensuite 5% de batterie, ayant configuré qu'il ne devait pas s'éteindre avant d'être totalement à court d'énergie. Ensuite, je le recharge de nouveau pour effectuer le test suivant. Et ayez bien en tête que la batterie est pour ainsi dire quasi neuve, puisqu'elle accusait seulement 47 cycles au début des tests d'autonomie, d'après les données qui sont remontées par le BIOS du Helios à ce sujet. Le premier test se fait en plaçant l'Helios en mode éco, chargeant toutes les 20 secondes via l'extension AutoFresh, une page web constituée de textes et d'images, type Wikipédia. Ici, j'ai choisi la page concernant justement la marque Predator. Et forçant la luminosité de l'écran à 250 CD par mètre carré et le rallumage du clavier en luminosité maximale, soit un usage de navigation web en intérieur, tout ce qu'il y a de plus classique. En démarrant la mesure à 13h37, les 5% sont atteints à 14h59, soit à peine 1h22 plus tard, ce qui est quand même peu, très peu, vraiment très peu, pour ce simple usage. On est ici plutôt sur l'autonomie d'un transportable que d'un PC portable à proprement parler. Le second test est réalisé en plaçant l'Helios toujours en mode éco, mais cette fois en laissant tourner en boucle une vidéo YouTube en 1440p pour être au plus proche des capacités de l'écran, avec la luminosité de l'écran à son maximum de 400 CD par mètre carré, mais rétroéclairage du clavier éteint
soit un usage de visionnage de vidéos en streaming en conditions lumineuses fortes, type dans un train avec ses grandes vitres par exemple. Et donc en mode éco sur du 1440p, la vidéo connaît régulièrement des ralentissements, ce qui est quand même assez dommage. Le processeur Intel ainsi bridé n'est même pas foutu de décoder la vidéo sans lag, c'est absolument navrant. Idem en 1080p, mais aussi en 720p. Et j'accuse ici le 275HX, puisque le GPU Nvidia, dans ce mode, reste inactif, ce qui est tout à fait logique et normal par rapport à ce qu'on lui demande. Même en repassant en mode équilibré, le processeur ne parvient toujours pas à décoder la vidéo de façon fluide. Et que ce soit en désactivant ou en activant le décodage matériel qui utilise le GPU Intel graphique ou pas, ou alors le processeur. C'est quand même ridicule de se dire qu'on ne peut même pas lire une vidéo YouTube correctement sur batterie, tellement Intel ne maîtrise absolument pas sa copie, malgré un chipset graphique annoncé comme décodant de multiples formats jusqu'en 8K sur la fiche ARK du processeur. Pour mon test, j'ai donc dû finalement forcer la RTX 5070 Ti à être utilisée, ce qui est possible dans l'application Nvidia, et recommencer mon test donc en 1440p, mode éco, luminosité d'écran forcée au maximum et rétroéclairage du clavier désactivé. Avec la 5070 Ti à l'œuvre, la vidéo est fluide, fort heureusement. Merci Nvidia de savoir décoder une vidéo 2K avec moins de 20 watts, quand Intel n'y parvient pas avec son processeur, qui en consomme quand même quasi 40. Mais cette activation se fait au prix d'une consommation de 15 à 20 watts par le GPU, qui, je le pensais, allait donc fatalement nuire à l'autonomie globale déjà pas folle. Démarré à 16h54, les 5% de batterie ont été atteints à 18h24, soit après 1h30 tout pile. Même pas de quoi se mater un film en streaming, donc sans avoir à se brancher. Mais surtout, cela appuie encore plus mes griefs contre le Intel 275HX et sa gestion calamiteuse de l'énergie. Puisque, en utilisant que lui sur le test précédent, qui est pourtant théoriquement bien moins gourmand en ressources et donc en énergie, puisque à luminosité d'écran inférieure et sans usage de la 5070 Ti, j'ai obtenu une autonomie moins bonne qu'en forçant l'usage de la 5070 Ti et avec la luminosité au max. C'est assez dingue de voir comment Intel est largué sur la gestion énergétique et comment Nvidia excelle sur ce point en comparaison. Je vous inciterai donc dans Nvidia App à aller mettre directement le forçage de la 5070 Ti tout le temps, puisque finalement vous allez aider votre autonomie quand vous serez sur batterie. Enfin, le troisième test est réalisé en lançant Cyberpunk 2077 en 1920 par 1200. Tous les graphismes au minimum pour permettre d'exécuter le jeu sur batterie, mais quand même avec le path tracing, faut pas déconner parce que c'est quand même beaucoup plus beau. J'active bien sûr le DLSS et donc en utilisant à fond la RTX 5070 Ti et le Intel 275HX via le mode équilibré, le plus puissant disponible sur batterie, avec la luminosité de l'écran au maximum. Avec ces réglages, le jeu tourne entre 30 et 110 images par seconde en silence, ce qui inciterait presque à jouer tout le temps en graphisme minimum, juste pour ça. Mais bon, en vrai, on sent quelques ralentissements quand même, ce qui fait qu'il faut quand même envisager le jeu uniquement sur prise électrique, en tout cas sur les jeux les plus gourmands comme CP77. Donc dans ce cas, j'ai démarré mon test à 21h13 et il s'est rapidement achevé, à peine 69 minutes plus tard, à 22h22, quand le PC a atteint ses 5% de batterie. Donc, quelle que soit l'utilisation choisie, vous avez peu ou prou la même autonomie, puisqu'elle va tourner autour de 1h10, 1h30, ce qui est vraiment pas ouf. Par ailleurs, sachez qu'une charge de 5 à 100% prendra la bagatelle de 1h35, PC éteint, la charge ne se faisant qu'à hauteur de 93 watts environ, malgré l'alimentation de 230 watts fournie. Disponible avec des versions en 32 ou 64 Go de RAM, avec des GPU allant du 5060 laptop au 5070 Ti laptop, un écran en 165 ou 240 Hz avec OLED ou LCD IPS, avec un ou deux disques durs, dans des prix allant de 2300 à 3000 €, la gamme Helios Neo 16S AI de Predator s'adresse aux créatifs ayant besoin de beaucoup de puissance ou aux joueurs enthousiastes ayant tout de même un portefeuille plutôt robuste, mais qui ne veulent pas sacrifier au design et à la finesse. Cependant, la partie usage sur batterie me laisse perplexe. Les performances sont vraiment très moyennes et l'écran 2,5K devient alors presque un handicap, puisque même lire une simple vidéo YouTube met le processeur sur les rotules, là où un processeur plus vieux et beaucoup moins puissant sur un simple écran 1080p de mon laptop habituel tourne sans problème dans ces conditions. L'autonomie est vraiment ridicule, disons-le clairement, et la page produit se garde d'ailleurs bien d'annoncer quoi que ce soit en la matière, ce que je comprends parfaitement dans ces conditions. Car nous sommes vraiment ici face à un PC transportable, plus que portable, non pas à cause de son poids ou de son gabarit, qui reste parfaitement contenu et plutôt même en dessous des moyennes, mais surtout mis en rapport avec la puissance qu'il embarque, mais c'est bien à cause de ses performances,
lorsqu'il n'est pas connecté sur une prise de courant, qui fait qu'on ne peut pas vraiment le considérer comme un PC portable. Il sera donc important de bien avoir ça en tête avant d'investir dans un tel produit, et de bien connaître ses besoins pour ne pas taper à côté. Notez malgré tout que ce constat est peu ou prou le même avec quasiment tous les PC gaming actuels, qui, sans une prise électrique à portée de main, offrent des performances qui sont vraiment très en retrait et des autonomies qui ne sont vraiment pas folles, mais qui sont quand même souvent un peu plus élevées. Sur ce point, il n'y a quand même pas de miracle, c'est de la physique de base. Pour avoir de la puissance, ça consomme beaucoup d'énergie et ça produit donc beaucoup de chaleur, ce qui n'est pas compatible avec un usage sur batterie. Mais pour le prix, si l'usage auquel vous le destinez est principalement sédentaire tout en ayant donc la capacité de le déplacer facilement, alors vous avez quand même une très belle bête, avec un superbe écran, avec une colorimétrie parfaite et très réactif, et un hardware qui sera à la hauteur de tous les besoins, bien intégré et plutôt bien refroidi pour s'exprimer quand même correctement compte tenu de la taille du châssis, afin de tenir des charges de travail importantes. Et donc le tout dans un format et un poids qui restent tout à fait transportables et avec un design plutôt agréable à l'œil. Notez cependant que des concurrents plus épais et plus lourds offrent un refroidissement plus efficace et des performances légèrement supérieures avec leur matériel équivalent. Encore une fois, la physique est implacable et il faudra donc choisir entre un joli design et un poids contenu ou un bon centimètre d'épaisseur en plus et 5 à 600 grammes de plus sur la balance pour des performances un peu plus élevées et qui seront à l'optimal de ce que sont capables de produire le 275HX et la 5070 Ti. Clairement, pour ceux qui veulent bosser efficacement sans s'encombrer avec une grosse tour et pouvoir facilement ranger ou transporter leur PC si besoin, c'est clairement le genre de PC qui peut parfaitement faire le job, en plus donc d'être transportable facilement si vous devez donc bouger chez un client, un lieu de travail qui serait variable, etc. Parce que sur secteur, je dois avouer que les performances m'ont tout simplement bluffé pour un laptop, et que l'intégration d'un si gros processeur et d'une si belle carte graphique sont un pari que je trouve quand même réussi par Acer, et les tests montrent bien la maîtrise impressionnante de Nvidia dans la gestion de la conso de ces cartes graphiques, ce qui est quand même assez exceptionnel. Nous voilà en tout cas arrivés au terme de cette vidéo qui j'espère vous aura plu et vous aura appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, la liker, vous abonner et partager, c'est le fameux clap. Vous avez également Tipeee, le bouton rejoindre et la boutique sous la vidéo et en description qui permettent de me soutenir financièrement en échange d'avantages exclusifs ou de goodies que je vous invite à découvrir. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.